Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour débriefer la troisième étape du Tour de Suisse, étape qui nous emmenait de l'Arène pour aller du côté de Pfaffenau en Suisse. Guten Tag. Pour ce 85e Tour de Suisse, c'était l'étape numéro 3, étape qui a été, je trouve, très spectaculaire. C'est vrai qu'on se plaint, enfin moi je me plains des fois de temps en temps hein, du cyclisme un petit peu stéréotypé, des étapes où des fois on se fait un petit peu chier. Et bah c'est fou, hein, aujourd'hui c'était totalement l'inverse. Avec, voilà, en termes de possibilités, bah, là il fallait y avoir une bonne imagination pour déterminer cette stratégie-là le matin même. Et on a des coureurs qui sont en grande forme sur ce Tour de Suisse et qui ont eu envie d'animer la course et on peut saluer. Et puis en plus qui derrière arrive à gagner la course. Comme quoi, rester attentiste n'est pas toujours la bonne solution. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Donc étape 3, qui était normalement donnée pour un sprint. Et puis, bah, il y a eu des attaques. À un moment, on a cru qu'il n'y aurait peut-être pas de sprint. Et puis, à la fin, sprint quand même. Avec une magnifique attaque également de Garcia Cortina, parce que je n'en parle pas dans la suite de la vidéo. Et on va tout de suite commencer par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on reprend les mêmes et on recommence presque. Je commence avec Julien Alaphilippe. Très bon, le cours de la Deceuninck, encore une fois aujourd'hui. Il a tenté dans le final, avant une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, il était seul devant. Est-ce que ça a eu des conséquences sur son sprint final ? Je pense que face à Van Der Poel, il n'aurait pas pu faire la différence de toute manière. C'était bien tenté. Et puis Alaphilippe, il est dans une période d'affûtage, il est dans une période où il se prépare hein, pour le Tour de France derrière, et il aime bien faire ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, sur le Dauphiné, il avait pris énormément d'échappées sur le Dauphiné pendant toute la course. C'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement sur ses courses de préparation. Les résultats lui importent peu, ce qu'il veut c'est dépenser pas mal d'énergie pour déterminer où est son état de forme, où est son niveau de forme. Et là, j'ai envie de dire qu'après 3 jours de course, on peut dire que son état de forme est plutôt très bon à l'approche du Tour de France. Et on voit qu'il en manque encore un petit peu. Parce que sur cette étape-là, je pense qu'Alaphilippe, il aurait résisté un peu plus de kilomètres s'il avait été au top de sa forme. Ce qui est rassurant, donc ce qui montre qu'il y a encore une marge de progression possible, c'est ce que je pense. Et du côté d'Alaphilippe, il était vraiment bien encore aujourd'hui. Donc il est vraiment sur la bonne voie. On va voir maintenant sur des étapes un peu plus difficiles. Demain, je ne sais plus si c'est difficile. Je vous dirai ça à toute fin d'étape. Mais c'est vrai que du côté d'Alaphilippe, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle journée. C'est des journées où on prend des informations pour les prochaines étapes. Et ce qui est très important parce que encore une fois on est à même pas un mois à 3 semaines du départ du Tour de France à peine, et donc il faut maintenant avoir des informations fiables sur l'état de forme. Je continue avec Christophe Laporte, deuxième de l'étape. Christophe Laporte, très bon résultat. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui avait dit, je sais plus, hein, vers le mois de janvier lors d'une présentation de course une présentation d'équipe de Cofidis, qui avait dit peut-être modestement aujourd'hui, que si on lui donnait les clés du camion à Laporte, eh bien, il ferait des grandes choses. Eh bien, c'est fou, hein, depuis le début de saison, on le voit beaucoup, on le met beaucoup plus en avant de la part de Cofidis. Christophe Laporte, c'est fou, derrière, il y a les résultats. Alors certes, il n'y a pas encore la victoire, mais du côté de Christophe Laporte, les résultats depuis le début de saison, ils sont quand même très bons, hein. Pour le coureur de la Cofidis. Enfin, il y a eu une victoire d'étape, c'était en tout début de saison sur l'Étoile de Bessèges, une 2e place du côté de Rousson-Saint-Siffray, 5e place lors du contre-la-montre et lors de l'étape numéro 2, 13e du Obloop Etniusblad, 3e du classement du maillot vert de Paris-Nice avec 2e de l'étape de Levins, 2e de l'étape de Biot et 7e de l'étape de Gien du haut du contre-la-montre, 8e de la première étape, 2e d'à travers les Flandres, 22
32e de Milan-San Remo, premier du circuit de Wallonie, 9e du Trobro-Léon, deuxième donc de cette étape du Tour de Suisse. Ça commence à être quand même très intéressant pour le coureur français. C'est bête, c'est que Cofidis risque de perdre à la fin de saison. Est-ce que c'est encore une fois dû aux soucis de notre ami Cédric Vasseur? Parce que c'est quand même fou le nombre de coureurs comme ça qui partent alors qu'ils étaient là depuis quand même de nombreuses années du côté de chez Cofidis ces derniers temps. Mais Christophe Laporte, il a été encore bon aujourd'hui. Dommage, il part avec un petit temps de retard sur Van Der Poel. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre ce qui fait le petit écart de temps peut-être à l'arrivée, mais de toute manière, je pense que Van Der Poel aurait été très difficilement battable. Donc les regrets, comme il l'a dit en interview d'après-course, il en a pas. Je trouve qu'il a fait une belle journée. Hier, j'avais peut-être été un poil déçu même qu'il soit pas là dans le final, mais ça grimpait peut-être un peu trop. Là aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Il faudra faire surtout attention à lui, à Christophe Laporte, parce qu'il est très fort en troisième semaine. C'est un coureur qui récupère très très bien au niveau des efforts physiques. Je sais pas moi, mais on parle de lui chez Jumbo. C'est intéressant. C'est vrai que Jumbo à part Wout van Aert ces derniers temps, Mike Tennyson n'étant pas incroyable, ça pourrait être intéressant. Puis Groenewegen et David Decker, c'est peut-être quand même un ton en dessous pour le moment par rapport au top de l'élite mondiale. Mais moi, je serais Total Direct Energy. D'un côté chez Sagan, de l'autre j'ai Christophe Laporte. Moi j'irais peut-être plutôt sur Christophe Laporte, peut-être moins bankable au niveau marketing que Sagan, mais en termes de résultats cette année, c'est meilleur que Sagan. Alors certes, Sagan, il y a 2 victoires sur des World Tour, mais bon, sinon le reste, c'est quand même un peu compliqué. Il y a une saison qui était quand même moins solide, donc moi je réfléchirais à 2 fois si j'étais Total Direct Energy. Un Christophe Laporte. Du côté des coureurs un peu décevants, alors moi je commence par Cosnefroy. Je vais même rafraîchir. Je ne sais pas où est Cosnefroy. AG2R. Cosnefroy 141e à 9 minutes 25. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Cosnefroy, mais aujourd'hui c'était quand même une journée où normalement elle aurait dû être devant. Est-ce qu'il y a eu une chute que je n'aurais pas vue? Il faut savoir que j'ai regardé le Mont Ventoux dénivelé challenge et cette course-là à la suite. Alors je vais pas regarder tout le Mont Ventoux dénivelé challenge, j'ai pris à 70 bornes de l'arrivée, au pied du premier passage au Mont Ventoux, et je repassais en même temps, pour tout vous dire. Mais du côté de Benoît Cosnefroy, je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas l'impression qu'il était pris dans la chute. Alors peut-être qu'il était pris dans une cassure au niveau de la chute, mais 141e. Je crois qu'ils sont 150 à l'arrivée, un truc comme ça, donc c'est quand même un très mauvais résultat. Et là encore, ils sont 160, pardon. Mais cette difficulté cette année à avoir des bons résultats plusieurs fois dans l'année, fini avec Benjamin Thomas, qui n'est pas au mieux de sa forme, enfin qui est en préparation pour la piste, avec André Greipel. Normalement, Benoît Cosnefroy ne doit pas finir avec André Greipel, donc décevant. Et ça va relancer encore une fois le débat sur Cosnefroy. Est-ce que c'est un coureur qui est totalement capable de gagner des étapes de ce niveau-là? Et je termine avec un autre coureur du côté de l'équipe Total Direct Energy, c'est Turgis. Alors il fait 9e, Turgis. C'est une demi-déception, c'est pas une déception non plus énorme du côté de Turgis, mais moi je m'attendais à mieux de la part du coureur français. J'aurais voulu peut-être qu'il soit un peu plus devant Tony Turgis, donc un petit peu déçu par le coureur français. Voilà, je pense que son attaque, notamment dans le final, il aurait dû plutôt essayer de rester dans le peloton au chaud. Il savait qu'il avait une bonne pointe de vitesse, il savait également qu'il avait des équipiers. Il aurait dû laisser Pierre Latour et Guillermo attaquer et lui se cacher dans la route Van Der Poel. Surtout qu'on savait à 20 km de l'arrivée qu'on était quand même plutôt destiné à un sprint plutôt qu'à une échappée. Donc j'ai pas trop compris l'attaque de Turgis, surtout qu'elle était pas transcendante. Puis après, il en a manqué un petit peu dans le final. Il n'est pas très bien placé encore une fois, mais c'est un coureur qui n'est pas forcément le meilleur pour frotter, Turgis. Donc je pense que dans ce type de sprint-là, si vous n'êtes pas bien placé, vous faites tout de suite avoir. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, il va pas y avoir de changement par rapport à hier presque. Je commence avec Mathieu Van Der Poel. C'est bien du côté de Mathieu Van Der Poel en victoire. Il a animé la course et en plus après derrière il gagne. C'est-à-dire qu'il anime la course alors qu'il n'est pas obligé d'animer la course.
comme il l'a fait avec son énorme attaque à 30 bornes de l'arrivée, je sais plus, on était à 25 bornes de l'arrivée peut-être plus tôt. Il fait une énorme attaque. Et ensuite, derrière, il arrive quand même à tenir la baraque en remportant un sprint. Ça montre déjà qu'il est en très très grande forme. Alors j'ai presque même un peu peur qu'il soit trop en forme, parce que les Jeux Olympiques c'est encore dans un mois et demi, hein. Donc il va falloir tenir la cadence pendant un mois et demi, et j'ai l'impression que là il est très 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 affûté. Et du côté de Van Der Poel, ça montre que c'est un coureur de qualité, que c'est un coureur complet. On m'avait mis, je sais plus qui m'a mis dans les commentaires, on m'a mis qu'est-ce que je pensais de Van Der Poel dans la triplette magique Van Der Poel, Van Aert, Pidcock, on va dire. Pour moi, c'est le moins bon grimpeur des trois. Pour moi, c'est plus un coureur profil Sagan, Van Der Poel, c'est-à-dire sprinter puncher, et même je dirais sprinter de base, parce que Van Der Poel, moi je l'ai connu, certes sur le cyclocross, mais sur route, c'était sur les boucles de la Mayenne. La première fois c'était diffusé sur la chaîne Équipe, où j'avais vu sa grosse pente de vitesse. Alors il passe mieux les bosses qu'à cette époque-là, mais ça reste quand même un sprinter de base. Et on l'a vu, sur l'Amstel il remporte la classique ardennaise, mais la plus plate des trois. Voilà, il aime pas trop les longs cols. Je pense qu'il sera en difficulté à partir de demain déjà, où je pense que ça sera plus compliqué pour Van Der Poel. C'est quand même un sprinter de formation. Et Van Der Poel, aujourd'hui, oui, il a été imbattable, mais il était vraiment imbattable aujourd'hui. On le voit qu'il attaque dans la petite côte, on voit qu'il attaque dans le final. Enfin voilà, coureur très très très. Et puis il fait un sprint long. Il part à 235 mètres de l'arrivée. Non, c'est impressionnant la forme qu'a Van Der Poel. Et puis il y aura simplement une deuxième équipe au top, c'est Ineos. On a revu, parce que les autres n'ont pas fait une mauvaise course, mais encore une fois, j'essaie que les vidéos durent un quart d'heure et pas beaucoup plus. Du côté d'Ineos, solide. Surtout un grand Eddie Dunbar qui a fait un énorme travail d'équipier, mais Carapaz a une grosse formation autour de lui. Et il va falloir encore réussir à les battre, collectivement, les Ineos. J'adore parce que on retrouve quand même ce qui a fait l'entité Sky, c'est-à-dire ce rouleau un petit peu compresseur qu'on voyait tout le temps. Or, on nous avait dit l'année dernière, après le Giro, on ne veut plus courir de cette manière. Ils recourent totalement de la manière que faisait la Sky. Mais ça leur réussit, et ils peuvent faire ça également parce qu'ils ont un gros collectif. Et c'est vrai qu'Eddie Dunbar a fait vraiment un gros travail. Ils étaient 4 dans le groupe à 20 bornes de l'arrivée. Non, c'est Juan Denis aussi qui a fait un bon travail. Non, chapeau Ineos, parce que aujourd'hui ils sont au-dessus, très clairement au niveau collectif, je dirais, avec Jumbo, Bahreïn, qui peut avoir un collectif solide, mais sur ce Tour de Suisse, je pense qu'ils seront au-dessus du lot. Et il va falloir les bouger quand même, les Ineos, sur ce Tour de Suisse. Je dis qu'ils sont au-dessus, c'est sur le Tour de Suisse. C'est vrai que sur le Tour de France, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant qui ont un gros système comme ça d'équipiers. Mais là, solide quand même, Ineos. Et puis Carapaz, est-ce qu'il fera le Tour de France, Carapaz? Normalement. Normalement, oui. Il fera la Vuelta aussi. Je pense qu'il faudra compter sur lui, parce qu'il a l'air d'être en très grande forme. Du côté des bonnets d'âne, je vais aller assez vite. Je vais commencer avec Pernsteiner, qui est pas incroyable depuis le début de saison, mais là aujourd'hui je trouve que Hermann Pernsteiner a eu une étape un petit peu compliquée. Voilà, il finit à 1,32, mais déjà hier c'était pas dingue, Pernsteiner, pour le cours de la Bahreïn. Je sais même pas combien il est au général. Bahreïn Victorious, Pernsteiner, oui, il est 58e à 4,15, ce qui est pas dingue. Mais je le trouve pas exceptionnel depuis le début d'année, Pernsteiner. Pourtant je l'avais trouvé très bon, notamment sur le dernier Giro d'Italie. Donc il faudra voir ce qui se passe du côté de Pernsteiner, pourquoi cette année il n'arrive pas à s'en sortir. Ce qui est étonnant, parce que quand on voit en plus la dynamique de la Bahreïn Victorious, le voir à ce niveau-là est vraiment décevant. Heureusement dans cette équipe-là ils ont Wout Poels, et Wout Poels a l'air d'être en très grande forme. Et puis moi j'ai mis Molano et Rui Costa du côté du AE Team Emirates. Rui Costa parce que sur une étape comme ça, il finit lui aussi dans le groupe à 1,32, alors qu'il doit être beaucoup mieux, il doit être beaucoup
plus proche des meilleurs. Rui Costa, Rui Costa aujourd'hui, c'est plutôt un équipier, lui qui était tellement fort en 2013. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé dans sa carrière à un moment pour, on va dire, avoir un niveau si peu impressionnant en fait. Aujourd'hui, c'est un coureur qui n'impressionne plus du tout, Rui Costa. Certes, il est champion du Portugal, mais bon, c'est vraiment, ça fait depuis quelques années, on se demande pourquoi on le paye aussi cher, je pense, dans les équipes auxquelles il est passé. Et puis j'ai mis Molano, parce que Molano quand même, on l'a dit sur le Giro, j'ai dit un nombre de fois, c'est un peu le calife qui veut être à la place du calife, notamment avec Gaviria. Et là, du côté de Molano, pour moi, il pouvait passer les bosses, il finit à une 50. Et là, sur ce tour, il est quand même en tant que leader. Alors certes, il a fait le Giro avant, ce qui est peut-être pas le plus facile parce qu'on accumule de la fatigue sur le Giro. Une semaine après, on se retrouve sur une course où il faut encore rouler pendant 8 jours. Mais du côté de Molano, on veut montrer qu'on peut être à la place des meilleurs et surtout des meilleurs sprinters de cette équipe. Et pour moi, il n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, donc c'est pour ça. Je lui mets un petit taquet aujourd'hui. Molano, c'est pour le Giro, où il a bien niqué Gaviria quand même sur toute la première semaine. L'étape de demain, rapidement, on partira de Sankt Urban pour aller à Gstaad. C'est-à-dire qu'on va aller à la montagne. Gstaad, vous savez, c'est la ville un petit peu des millionnaires. C'est notamment la ville de Michael Schumacher, Gstaad. On partira de Sankt Urban. Il y aura une côte, le Schammenmöser Pass, 7 km 500 à 4,4% de moyenne, et ça sera le sommet à 10 km de l'arrivée, ce qui devrait nous faire une course encore assez animée, en sachant qu'il y aura 4-5 km de plat après cette difficulté. Voilà, étape qui devrait être intéressante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape numéro 4. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.